de Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Mais où est-ce qu'il est? Le son était mauvais la première fois, c'est la télé. Je veux dire, l'aventure est plus grande quand on a le premier rôle. Le premier rôle féminin. Non, c'est toujours plus intéressant, bien sûr, puisqu'on est concerné bout en bout par un film. Bienvenue à tous dans la 7ème prise, votre nouveau podcast parlant subversivement du 7e art par cette somptueuse spécialiste. C'est faux, mais on va quand même se débrouiller. Avec moi, pour cette première émission, 4 coéquipiers aujourd'hui. Je vais commencer par Louis. Salut Kylian. Ensuite Gwen. Bonsoir Kylian. Il y a aussi Mazarine. Salut. Et enfin Noum. Bonsoir Kylian. Bon, en réalité, vous avez compris qu'on n'est pas vraiment 7 pour l'émission. Ça tournera au fur et à mesure des semaines. Donc là, aujourd'hui, on est 5. Et vous verrez les 2 prochains la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dis? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, parce qu'on tournera tous les 2 semaines. Et du coup, vous les découvrirez pour cette émission, qui sera Les Frères Cohen. Je tease un peu déjà. Du coup, ce qu'on va faire, Gwen, c'est présenter l'asso déjà. Alors, Sasquatch, du coup, on est une association qui est dirigée plutôt vers le cinéma et tout ce qui est audiovisuel. Là, c'est notre projet de podcast. Et bah voilà, on espère que ça se passera bien. Et ça va marcher. Ça va marcher, j'espère. Oui. Ça va marcher. Du coup, notre première émission, Maza, elle concerne quoi ? Du coup, aujourd'hui, on va parler de nos films préférés. Ou en tout cas, du film un de nos films préférés qu'on a sélectionné à présenter aujourd'hui dans le cadre de l'émission. Exactement, parce que comment mieux connaître quelqu'un que son film préféré ? Et surtout, savoir pourquoi c'est son film préféré. Et c'est la question qu'on va se poser pendant toute l'émission. Donc dans une première partie, on va parler de nos films préférés, on va débattre, si on n'est pas d'accord sur certains points, sur d'autres. Et dans une deuxième partie, un peu plus fun, donc on va jouer à un petit jeu que j'ai préparé. Donc devinez les films préférés de personnalités connues, donc que j'ai choisi, que ce soit dans le milieu du cinéma ou dans d'autres milieux. Le principe de l'émission, c'est quoi ? C'est qu'on a regardé chacun le film préféré de l'autre, donc tous les 5, et qu'on va émettre un avis, faire un débat sur les films préférés de chacun, savoir si les justifications sont bonnes ou pas du tout, même si c'est les films préférés et que forcément c'est pas du tout objectif. Mais s'il y a certains points qu'on peut relever, ça peut être cool. Je vais commencer par le film de Louis, Buffet froid, réalisé par Bertrand Blier. Donc voilà, je te laisse en parler. Du coup, je vais faire un petit résumé de Buffet froid. Donc Buffet froid, c'est l'histoire de... On suit d'abord l'histoire donc, de Gérard Depardieu, un chômeur qui vit dans... C'est pour ça qu'il aime bien. qui vit dans un quartier, dans une tour vide, où personne n'y vit. Il vit paisiblement avec sa femme, jusqu'au jour où un commissaire de police vient emménager dans sa tour. Et il se trouve que le jour où ce commissaire emménage, Alphonse Tram, donc le nom de Gérard Depardieu dans le film, il est persuadé d'avoir commis un meurtre. Mais ça, d'ailleurs, on ne le sait pas vraiment. C'est à nous d'imaginer. Ouais, c'est le mystère. Et à ça, à ce duo se rajoute un troisième homme qui est Jean Carmé, qui est lui un fou qui tue des femmes. Il ne peut pas suivre une femme la nuit, c'est ça. Et tout ça est pris finalement à la rigolade parce que rien n'est grave dans ce film. Il n'y a pas de... Le concept de la mort, concept des interactions qui sont complètement c'est ça, inimaginables. Ils sont coupés de tout, même de l'art. Le commissaire ne supporte pas la musique. Il ne supporte pas la nature. C'est vrai. Mais c'est là aussi que du coup le titre du film est très juste parce que le film s'appelle Buffet froid, mais on sent quelque chose de super froid quand on voit le film. Déjà le ton de l'absurde, ça dédramatise tout. Ouais. C'est glacial et même les décors déjà. On parle de tour, c'est vachement déshumanisant cette espèce de tour dans laquelle il vit et même les alentours. Quand on voit, il me semble qu'il y a une baie vitrée dans l'appartement. Ouais, c'est ça. Ça fait très hôpital et même tous les couleurs en fait du film aussi. C'est que des couleurs super froides. La scène du parking, pareil, c'est quelque chose de super froid. Je dirais surtout au début, ils sont vraiment dans le gris. C'est vraiment des tons gris. Par contre, la deuxième partie, c'est vert, c'est la nature.
C'est la nature. L'eau, c'est ce qu'on a en fait remarqué aussi avec Kylian en regardant le film, c'est qu'on avait fait la blague, on a dit l'esthétique elle est très playtime en fait. C'est une esthétique très tati. Très tati en fait. Du coup, c'est vraiment. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de montrer que en fait, ces environnements-là, ils rendent les gens fous, complètement fous en fait. Mais du coup, c'est marrant que tu parles de folie parce que justement, les scènes dans la nuit où on voit l'appartement du personnage principal et on voit la baie vitrée, moi, ça m'a fait penser en fait aussi à la fin de Fight Club. La scène devant la baie vitrée de la tour en fait et on parle de folie et Fight Club c'est aussi à propos de la folie et de la société qui rend les gens dingos. Du coup c'est marrant aussi qu'on ait eu qu'il y ait quelque chose vraiment d'instinctif en fait en voyant Buffet froid, de parler de froideur, de parler de société, de parler de... Donc alors que moi ça m'avait fait penser à Fight Club parce que c'est aussi un film qui parle de ça. Et que cette scène particulièrement, elle est parlante. Alors que c'est pas du tout dans le même style, hein, vraiment. Vraiment pas du tout. Et je pense même que ça m'étonnerait que Fincher ait vu Buffet froid, ou alors s'il l'a vu, même que ça lui ait inspiré cette scène-là en particulier. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment d'instinctif dans Buffet froid, de parler aussi un peu de la folie. Ouais, la folie. Et autre chose que j'avais remarqué, même genre que j'aime bien, genre dans les films de Blier, mais que il n'y a pas que dans ce film-là, parce que de Blier, j'ai vu Les Valseuses, j'ai vu Le Bruit des Glaçons. Je sais pas si tu l'avais vu d'autres Blier. Si ouais, j'ai vu Calmos aussi, Les Acteurs. Ouais, Les Acteurs. Son dernier Convoi exceptionnel. Et ce que j'aimais bien au début du film, que j'ai remarqué dans les autres films de sa filmo, c'est un peu genre le déterminisme des actions des persos qui sont pas vraiment des persos en fait. Du coup, c'est c'est des personnages qui obéissent à un scénario déjà tout fait, genre dans Les Acteurs ou dans Convoi exceptionnel. Ouais, c'est ça, ouais, il suit le scénario. Oui, il suit le scénario, tu vois. Genre, au début, t'as Depardieu qui est avec un couteau. Tu sais pas ce qu'il va faire avec ce couteau. Tu sais qu'il va faire une connerie avec ce couteau. Et forcément, ce couteau va se retrouver quelque part dans quelqu'un, tu vois. Dans les premiers dialogues, il est là, il dit je vais faire une connerie. Et la connerie se passe, tu vois. Et dans Convoi exceptionnel, c'est littéralement genre des personnages qui obéissent à un scénario déjà tout fait, donc ils peuvent pas y résister. Genre Le Bruit des Glaçons, c'est un mec qui parle à son cancer, tu vois, genre littéralement la personnification de la mort, tu vois, genre il peut pas l'éviter. Bon, honnêtement, je m'en souviens plus de la fin du bruit des glaçons, mais du coup dans le principe même, le personnage du cancer, quoi, genre littéralement. Et c'est ça que j'aime bien, genre c'est une thématique que j'aime bien, le déterminisme. C'est des personnages qui vont au bout de leurs actions. Mais du coup, ouais. Donc franchement, Buffet froid, j'avais bien apprécié aussi. Du coup, on va passer au deuxième film. Du coup, Mazarine, si tu veux en parler. Oui, alors moi j'ai choisi de parler d'Amélie Poulain. Enfin, du fabuleux destin d'Amélie Poulain, pour le vrai titre du film, qui est réalisé par Jean-Pierre Jeunet, qui est sorti en 2001, si je ne me trompe pas. Donc pareil que Louis, c'est pas forcément mon film préféré, parce que je pense que ça a été difficile pour tout le monde de choisir un seul film préféré, voire même c'est impossible. Mais j'ai hésité entre plusieurs films, et j'ai sélectionné Amélie Poulain parce que c'est un film qui... déjà était proche de la notion de film préféré qu'on voulait aussi soulever aujourd'hui, c'est-à-dire le côté aussi qui n'est pas objectif en fait, la notion non objective du film préféré, parce que je pense que c'est aussi chacun a notre film préféré aussi pour les choses qu'on a vécues avec ce film, les façons aussi dont on l'a découvert, le nombre de fois qu'on l'a vu également. Et parce que c'est aussi un film qui a englobé beaucoup de choses que j'aime dans le cinéma. Et notamment, du coup, ceux qui ne connaissent pas Amélie Poulain, je vais rappeler aussi de quoi il s'agit. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'Amélie Poulain, c'est le personnage principal, joué par Audrey Tautou,
Elle vit à Paris, dans un Paris qui est bonifié. Super fantasmé. Super fantasmé, vraiment le Paris qu'on voit dans les films étrangers, en fait, alors que c'est un film français. Presque carte postale, on pourrait dire. Exactement, ouais, un Paris carte postale. Et elle a une vie, elle est serveuse dans un café du quartier de Montmartre, une vie super simple de Madame Tout-le-Monde. Et en fait... ce qui est magnifique, c'est qu'elle voit le bonheur dans les petites choses simples de la vie et qu'elle aime profondément les gens qui l'entourent, mais même les gens qui ne sont pas forcément ses proches. Et du coup, son objectif, c'est de façon un peu incognito, de faire le bien autour d'elle. Parfois même en s'oubliant elle-même. Ouais. Et c'est ça qui est très beau parce que je vais spoiler Amélie Poulain. Hein, écoutez... spoiler, Harry Potter dans Harry Potter est un sorcier. Là, je vais faire ce type de spoil. Mais à la fin, elle trouve l'amour, Amélie, quand même. Elle finit avec un homme dont elle tombe amoureuse pendant le film. Ouais. Alors que tout au long du film, elle fait le bien autour d'elle plus que pour elle-même. Et du coup, oui, moi, ce que j'aime beaucoup dans Amélie Poulain, c'est son côté très contemplatif, très poétique, que je chéris énormément dans le cinéma en général. Dans ce côté super contemplatif, moi, ça m'a fait penser aussi au film Patterson de Jim Jarmusch. Pas du tout vu. J'avais eu la chance de voir au cinéma. Et c'est ce genre de cinéma aussi que j'aime bien, où en fait, c'est un film qui, pendant 1h30 ou 2 heures, il ne se passe rien, entre guillemets. Ouais. Entre gros guillemets, parce qu'en fait, il se passe quand même quelque chose, mais pas forcément comme on l'entend dans l'entertainment en particulier, mais voilà. C'est que, genre, les persos dans Amélie Poulain, genre, concrètement, ils se font chier, quoi. Genre, ils vivent pas vraiment leur vie. Ils sont ancrés dans le quotidien, en fait, tout mais simplement. C'est ça qui est magnifique dans Amélie Poulain, parce que c'est un film qui est presque, on en parlait tout à l'heure du surréalisme, qui est presque surréaliste, parce que le Paris, il est pas du tout réaliste, il est super carte postale, mais en fait, par contre, toutes les actions dans le film sont ancrées dans un quotidien qu'on connaît tous plus ou moins si on vit en ville, ou si on vit du moins dans un quartier. Et du coup, voilà, il y a cette notion du café du coin, on retrouve tout le temps les mêmes personnes. Et en fait, ces personnes-là, on les connaît pas vraiment, mais en même temps, on les voit tous les jours depuis 10 ans et on leur veut du bien, même si on les connaît pas forcément. Des personnes qui sont simples, qui aiment les choses simples de la vie, et trouver de la beauté, de la poésie, de l'extraordinaire là-dedans. Et moi, c'est ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans Amélie Poulain, parce que Amélie Poulain, c'est un film que... C'est aussi pour ça que je l'ai choisi, mais c'est un film que j'ai vu quand étant très petite et que j'ai vu beaucoup de fois dans ma vie. Et... pour moi, Amélie Poulain, c'est aussi un film doudou. C'est un film que je connais par cœur et c'est un film qui, même quand je vais pas bien, je vais le regarder, ça remonte le moral. Ouais, tu peux le regarder. Ou du moins, c'est pas forcément que ça remonte le moral, mais il y a quelque chose de super réconfortant. Et voilà. Puis même quand tu parlais de réalisme ou du magnifique, genre dans Amélie Poulain, tu vois, ça passe pas qu'à travers la musique ou la photographie, jaune. C'est aussi ce que j'aimais bien, c'était tu vois un peu attention, je vais dire un mot de cours, l'inquiétante étrangeté de certaines actions, tu vois, genre il pourrait se contenter, Jeunet du coup, parce que je crois qu'on n'a pas dit le réal. Je l'ai dit, ouais, mais ok. Jeunet qui pourrait se contenter, tu vois, de filmer les persos normalement, tu vois, mais je pense au moment où par exemple genre t'as la perso principale qui se liquéfie et que en fait elle se liquéfie genre de premier degré, tu sais, quand elle tombe en eau comme ça, c'est des petites touches ajoutées. Mais du coup, c'est marrant que tu parles du réalisateur, parce que justement, j'ai aussi choisi Amélie Poulain parce que je me suis dit que c'était intéressant de parler de ça. Souvent, nos films préférés, c'est aussi un film d'un réalisateur qu'on aime beaucoup. Et c'est marrant parce que j'adore le ton de Jeunet et même sa patte qui est très reconnaissable dans Amélie Poulain. Alors que dans la plupart de ses autres films, en fait, il y a beaucoup de films de Pierre Jeunet que je n'aime pas, voire même que je déteste. Et du coup, je trouvais ça aussi intéressant de dire que Délicatessen, alors que c'est exactement la même patte visuelle, en tout cas, du moins, que dans Amélie Poulain. Il y a quelque chose d'assez proche, de très proche même. Enfin, je veux dire, le style Jeunet, on le reconnaît tout de suite. Et là, j'aime pas du tout Délicatessen, j'aime pas du tout Micmac attire l'arigot, je crois, ça s'appelle. Enfin, j'ai vu plusieurs films de Jean-Pierre Jeunet que je n'aime pas du tout.
Et les seuls que j'aime, de ceux que j'ai vus, parce que j'en ai vu quand même plusieurs, c'est Amélie Poulain et Un long dimanche de fiançailles, que j'aime bien aussi. Mais du coup, c'est marrant qu'un style que je chéris énormément dans un film m'en fait détester un autre. Ouais, et du coup, c'est vraiment pas la même ambiance, tu vois. Genre, voilà, pas du tout. Mais justement, c'est ce que j'allais en venir. J'allais dire que je trouve que le style Jeunet, du coup, marche sur dans le ton d'Amélie Poulain, mais pas forcément sur tous les autres tons, même si c'est son style et que c'est une patte très reconnaissable. Et du coup, tu parles d'inquiétante étrangeté, et c'est aussi ça qui est super dérangeant souvent parce que l'inquiétante étrangeté, c'est lié au dérangeant. Ça me fait penser qu'il utilise beaucoup le grand angle. Ouais. Et que ça amène ce côté super oppressant. Super haut. Bah oui, c'est fait pour oppresser et du coup c'est aussi dérangeant. Ouais. Ce qui est vrai dans Délicatessen, parce que l'ambiance de Délicatessen elle est très lourde, alors que dans Amélie Poulain ça l'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus. Il y a un côté aussi, je trouve, triste dans Amélie Poulain, mais qui est plus. Bah ouais, c'est triste parce que la vie, elle peut être triste parfois aussi. Plus mélancolique, je pense. C'est ça, ouais. Plus mélancolique, nostalgique, et que je trouve que ça marche dans Amélie Poulain et que ça marche moins dans ses autres films, alors que c'est sa patte et c'est ce qui a fait la renommée de Jeunet aussi, quoi. Mais après, je crois que c'est à partir d'Amélie Poulain qu'il s'est séparé de... Tu sais, il réalise avec... Marc Caro. Ouais. Je crois que c'est à partir d'Amélie Poulain où ils sont séparés, exact, parce que genre, je me suis renseigné vite fait, tu sais, et Caro, il vient de la BD. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a souvent des concepts un peu cartoon. Tu vois, tu le vois bien sur même plus que cartoon. Enfin, Jeunet, avant Amélie Poulain, il a fait pas mal de trucs un peu Alien avec de la SF, La Cité des Enfants Perdus, où là, c'est vraiment genre une ville glauque, un peu genre un peu Del Toro, tu vois. Style Del Toro. C'est bien justement que tu parles un petit peu de justement, là tu as évoqué Alien la Résurrection, qui est du coup un film qui sort complètement de la filmographie de Jeunet, parce que déjà il y a très peu sa patte visuelle, alors que clairement là dans Amélie Poulain on est vraiment sur la patte de Jeunet, alors que dans Alien la Résurrection on est plutôt sur un style il y a ses couleurs, mais au niveau de la réal on est quand même très influencé par Ridley Scott, parce que c'est Alien, parce que c'est un gros studio américain, je pense aussi. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment un réalisateur qui s'est retrouvé là-dedans, alors que de base, c'est pas du tout le mec que je mettrais, moi, pour réaliser un Alien, quoi. Après, ils lui avaient laissé pas mal de liberté. En plus, Fincher, avant, il lui avait dit, mec, n'y va pas. Va pas sur un Alien, c'est galère. Enfin, même Fincher, c'était un peu... Fincher qui a réalisé Alien 3, du coup. Ouais, Alien 3, et qui s'était un peu planté, mais du coup, t'as Jeunet qui arrive derrière. Je sais plus à qui, parce que ça devait être un autre réal français qui devait le faire. Il a dit non, là je me rappelle plus, j'avoue. Mais ouais, Jeunet est arrivé derrière. Et en vrai, Alien 4, j'ai pas des masses accrochées. Mais après, j'avoue, je l'ai pas revu pour aujourd'hui. Mais je l'avais maté il y a longtemps et c'était pas fou. Enfin, le concept de base de ramener la perso qui, spoiler, attention si vous n'avez pas vu Alien 3, était morte dans le 3. Exact, oui. Du coup, après, je pense qu'il a fait avec un scénario de base qui n'était pas trop le sien. Il est arrivé, mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Et après, il a fait Amélie Poulain, quoi. Il est revenu en France et il a fait le chef-d'œuvre. Il a fait son chef-d'œuvre, ouais. Mais c'est aussi, ce que je trouve super important aussi dans Amélie Poulain, c'est l'influence et les retombées qu'ont eu le film à l'international. Parce que du coup, pour le coup, je parlais d'un séjour que j'ai fait il y a quelques années, mais quand j'étais allée à Paris pendant quelques jours, il y a un moment, et j'avais dormi en fait dans un Airbnb qui était dans la rue où il y a le café des moulins, des Trois Moulins, qui est le café où elle travaille en fait dans le film, et c'est un vrai café qui existe. Et j'ai dit des Trois Moulins, mais je crois que c'est des Deux Moulins en fait. Bref. Et du coup, c'est un vrai café qui existe et il est resté intact depuis le tournage. C'est vraiment le café du tournage d'Amélie Poulain. Et il y a un petit endroit au fond du café où il y a l'affiche d'Amélie Poulain en fait, qui est accrochée. Et du coup, moi, je dormais du coup pendant 2 semaines
juste au-dessus du café. Et c'est marrant parce que tu descends de là, et bon, c'est Montmartre, on est près de Pigalle, c'est vraiment le cœur de Montmartre, quoi. Ouais. Et c'est un lieu super touristique, et en fait, tu descends et t'as l'impression d'être ton quartier chez toi. Et moi, j'y suis restée 10-15 jours, je sais plus. Mais au bout de 10-15 jours, les gens en bas me reconnaissaient déjà, ils me disaient tous les jours bonjour, dès que je descendais, en fait, déjà. Okay. Et c'est aussi ça que je trouve fabuleux avec Amélie Poulain, c'est que ça parle aussi d'un quotidien qu'on connaît tous, plus ou moins, en tout cas du moins dans lequel on peut se reconnaître, et un quotidien dont on ne voit pas la beauté aussi parfois. Alors qu'Amélie voilà. Voit, quoi, alors qu'Amélie, en tout cas, on le voit dans Amélie, il est mis en avant dans Amélie. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Amélie Poulain, parce qu'il y a une forme d'identification aussi aux situations, à son quotidien. Et aussi, en fait, aussi au personnage, parce que moi j'aimerais bien être Amélie. J'aimerais bien prendre autant de recul sur ma vie, ou en tout cas la simplicité de ma vie, et voir, ou du moins réussir vraiment à déceler et à faire quelque chose de la beauté qu'il y a partout. Et du coup, c'est aussi pour ça que je pense Amélie Poulain est un film aussi important. Et voilà, après, on pourrait en parler pendant des heures aussi de l'influence que ça a eu sur les films français à l'étranger ensuite. Et je sais qu'Amélie Poulain, c'est encore un film très culte dans plein de pays du monde entier. Ouais. Et bien sûr, pour son Paris carte postale, mais pour je pense aussi plein d'autres raisons. Je pense qu'on a fait le tour. Louis, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, mais elle a tout dit. Elle a tout dit. Du coup, on va passer au film suivant. Gwen. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de parler de Tron Legacy, du coup de Joseph Kosinski. Donc c'est pas vraiment mon film préféré comme c'est le cas pour Louis, pour Mazarine, etc. Moi c'est vraiment un film de cœur parce qu'il est important dans mon amour en fait pour le cinéma. Donc Tron Legacy, pour en parler un petit peu, c'est le premier film que réalise, en tout cas pour un studio hollywoodien, Joseph Kosinski. Donc c'est un film qui reprend directement sur où a laissé en fait le film original de Steven Lisberger qui est sorti dans les années 80. C'est un film qui est super important. Le premier Tron, il a assez mal vieilli, mais c'est un film autant au niveau du scénario qu'au niveau des images de synthèse qui est super innovant en fait pour l'époque. Donc le film en fait il reprend directement où a laissé l'autre, comme je disais. Donc on est confronté au personnage de Sam Flynn qui est le fils du coup de Flynn, le propriétaire de l'arcade et la première personne qui se retrouve transportée dans le monde de Tron dans le premier film. Et donc après que l'ami de son père ait reçu un message provenant de son ancien bureau, qui normalement c'était une ligne qui était coupée depuis plus de 30 ans. Ouais. Et il va recevoir un message, et donc en essayant d'explorer l'ancien bureau de son père, il va se retrouver transporté dans le monde de Tron. Et donc voilà, ce film-là, en fait, c'est pas un film qui est forcément génial, en fait. C'est pas... Non, ça c'est assez classique. C'est assez classique. Au niveau de la réal, Joseph Kosinski, c'est un réalisateur très classique. Il est comparable au frère Russo chez Marvel. C'est pas quelqu'un de... Il a quand même un style, hein. Je trouve que ce film il a quand même des côtés artistiques qui sont quand même assez impressionnants. Et voilà, moi c'est un film, en fait, il m'a beaucoup touché. Je l'ai vu pour la première fois que quand j'étais tout petit, en fait, à l'époque où Disney Cinémagique existait encore, en fait. Et c'est un film que j'ai revu, en fait, je sais plus, je crois, il y a 4 ans. Il m'avait pas tellement touché, mais c'est une deuxième fois que quand je l'avais revu, là, totalement, là, je me suis senti impacté, en fait, par le film. Et plus je le vois, plus en fait je trouve des détails, plus je l'aime en fait ce film-là, parce que c'est quelque chose qui est tellement inhabituel. C'est un film en même temps qui est nostalgique. Il prend beaucoup d'éléments du film original. Il y a des plans qui sont quasi calqués en fait sur l'original. On est vraiment sur quelque chose dans la passation en fait de génération. Puis même, c'est la musique aussi qui a dû te frapper. Bien sûr, oui. Mais c'est ce que j'allais dire justement. Moi, j'avais vu Tron. En plus, je l'ai vu dans plutôt des bonnes conditions. Je l'ai vu en projection. Et du coup, j'ai vu Tron Legacy pour le podcast. Et j'ai pas aimé le Tron de base, mais déjà parce que je pense que bien sûr, même en le remettant dans son contexte, je trouve que c'est un film qui est fort.
parce qu'il date de 82, je crois. Mais il a inventé plein Voilà, de je trucs. comprends son influence et sa postérité. Bon, après, personnellement, c'est pas un film que j'apprécie. Après, je pense que je suis pas le bon public aussi pour ce genre de film. Du coup, Il est plutôt qualifiable comme un nanar, hein, le premier Tron. Hein. Son seul aspect, c'est l'aspect esthétique. Voilà, Hein, après, du coup, vu que je suis pas fan du Tron de base et de tout l'univers, j'ai pas accroché à Tron Legacy non plus. Mais je peux comprendre que ceux qui ont grandi avec Tron ou même qui ont vu Tron assez jeunes aiment Tron Legacy parce que ça fait beaucoup de fanservice, je trouve. Dès le début, il y a la scène quand il y a le petit dans le lit, on voit les posters de Tron, etc. On voit que c'est vraiment fait pour les gens qui ont aimé Tron. C'est un film de fan aussi, quoi. oui, c'est clairement un film de fan, ouais. Enfin, je pense pas qu'il y ait grand monde qui disent j'ai détesté Tron, ou alors je l'ai vraiment jamais vu, j'ai détesté ce film, mais par contre de Tron Legacy, plus gros chef-d'œuvre de la planète. Je pense qu'il faut aimer un minimum Tron, ou au moins sa démarche pour pouvoir apprécier Tron Legacy. Mais toi, Gwen, je sais pas si tu l'as dit, mais t'as vu le premier avant de l'avoir vu, ou tu l'as découvert parce que t'as aimé Tron Legacy? Alors, le film original, en fait, je l'ai vu à peu près à la même période que j'avais vu Tron Legacy. C'est que, en fait, c'est une période, en fait, le film venait de sortir, je crois. Enfin, il y a assez peu de temps. J'avais vu l'original et puis j'avais vu celui de... En fait, ça date d'il y a tellement longtemps que les deux se confondent souvent dans ma tête. Et de quand j'ai vu l'un ou l'autre. Mais c'est des films, en fait, que j'ai découvert plutôt en même temps. Et voilà, je me souviens que c'est des films qui m'ont beaucoup impacté, et c'est des films qui passaient en fait assez souvent l'après-midi en fait sur Disney Ciné Magique, en tout cas le premier Tron, au même titre que leur Star Wars qu'ils avaient fait aussi Disney dans les années 70, avait fait un film qui s'appelle Le Trou Noir, qui est comparable à Tron. Le Trou Noir, ouais. Oui. J'avais Et vu c'est un film qui est assez comparable, en fait, je pense que c'est le proto-Tron, en fait, le Trou Noir. C'est cette optique, en fait, de Disney qui voulait faire des films plus adultes. C'est la période Michael Eisner, c'est assez... quand on rentre dans le concept, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en fait, Tron Legacy, lui, il s'intègre vraiment dans un aspect, comme disait Mazarine, assez nostalgique. C'est vraiment un film de fan. Et moi, voilà, qui adore. Et bien sûr, on peut parler de la musique qui m'a aussi vraiment fait revoir en fait le film. La musique de Daft Punk qui est absolument fantastique. C'est pour moi, c'est une de mes BO préférées des années 2010 parce qu'elle est tellement iconique. Elle sort vraiment de ce qu'on a l'habitude d'entendre au cinéma. Parce que c'est le seul truc qu'ont fait les Daft Punk pour le ciné, non? En tout cas, en duo, c'est-à-dire qu'il y a Thomas Bangalter qui a composé du coup la musique de le film oh mon dieu, je suis perdu. C'est quoi le réalisateur d'Enter the Void. Enter the Void. Gaspard Noé. Gaspard Noé. Okay, d'accord. Son film avec Monica Bellucci. Irréversible. Ouais. Thomas Bangalter en solo, il avait composé la musique d'Irréversible déjà, dont le titre Rectum qui est très très connu. Hein, c'est vraiment un titre où c'est qu'une ligne de basse, c'est assez impressionnant. Hein, c'est pas leur première composition, mais en tout cas en duo c'est leur première composition et qui s'intègre en tout cas de leur discographie en tant que Daft Punk, ouais. Ok. Ah, moi aussi, Tron Legacy, j'avais plutôt bien apprécié. C'est la deuxième fois que je le revoyais avec toi. Je me rappelle la première fois où j'ai vu Tron, par contre. Là, c'était genre un après-midi lambda. Et après le film, j'en suis sûr que j'avais pris un Doliprane. Vraiment. Je comprends, Mais c'est terrible, tu vois. Je sais que c'est le truc qui a fait avancer la SF ou le film de jeux vidéo de base, qu'il fallait passer par là. Mais c'était chaud quand même, genre je crois que ça arrive 4 ans après Star Wars ou des trucs comme ça, tu vois, genre les trucs où ça commençait à devenir développé. C'est vraiment dans la même lignée, ouais. C'est le développement de la science-fiction, ouais. Mais c'est vraiment c'est film fondateur même du jeu, qu'un personnage intègre un jeu vidéo comme ça, où sûrement sans Tron on n'aurait pas eu des Ready Player One, ou même j'ai regardé hier Existence, genre de Cronenberg, où là c'est genre pareil, un truc où t'as des persos qui testent un jeu vidéo, sauf que comme c'est Cronenberg, la manette c'est pas une manette, c'est un truc dégueulasse, genre une partie de corps humain, enfin le truc c'est absolument hideux, et ils se plantent sur eux pour intégrer ça. Oh, le truc il m'a dégoûté et tout. J'ai fait putain, ça aurait peut-être pas existé sans Tron. Et du coup, forcément, c'est fondateur. Et après, Tron Legacy, tu vois, j'avais oublié que c'était un film Disney de base.
Et putain, il est arrivé dans la bonne période Disney. Exact, Genre, ouais. Il arrive 2010, je crois. 2010, exact, ouais. Genre, Quand Disney s'est cassé la gueule. avant que en Disney se beauté. casse la gueule en live action, genre, à ce moment-là, il y a les Pirates des Caraïbes, il y a les trucs comme. Comment ça s'appelle le western là. Lone Ranger avec le- Johnny Depp, les Star Wars, Pirates. On arrive après à la même époque en fait des premiers remakes, c'est-à-dire qu'il sort la même année que le remake de Alice au Pays des Merveilles de Tim Ouais. Burton. Là, c'était encore valable. C'était le qui est un film qui est plutôt valable en soi parce qu'il prend une direction différente et c'est pas d'autres choses. Ça reste du Tim Burton. Et du coup, il arrive dans cette période de Disney avant que ça se casse la gueule, tout ça, et avant que ça récupère Star Wars, avant que ça récupère, que ça fasse bien Marvel et tout. Donc, ouais, il est arrivé au bon moment où tu sens encore que genre c'est fait par des vrais réals. Tu Oui, vois, dans l'industrie. Oui. Avant que ça enchaîne tous les live action pétés qu'on a en ce moment. La petite sirène. Genre la petite sirène, genre Aladdin, genre plein de trucs comme ça dont il faut pas parler. Ou peut-être qu'on parlera dans une 3e émission, qui sait. C'est le mec qui fait que teaser. Je suis la bande-annonce. L'émission est un teasing permanent. Mais du coup, ouais, Tron Legacy. Mais pendant le visionnage, tu vois, genre, j'étais là et tout ce que j'avais retenu la première fois du film, c'était la zig, tu vois. Et en fait, je m'étais posé la question du est-ce que c'est bien de retenir un film? Est-ce que le film est qualitatif si tu le retiens qu'à travers sa musique, tu vois? En même temps, Tron... C'est une façon de se souvenir d'un film. Hein. C'est Je veux sûr. dire, Mais s'il n'y a que ça, c'est que c'est pas... Mais en même temps, l'univers est fait pour la musique aussi. Ah, Mais, clairement, c'est un univers où il y a tout qui est rythmé en fait. Il y a Dans tout. Tron, c'est un film qui est très très rythmé. Et c'est aussi un film que je trouve où vraiment il y a la CGI qui est vraiment, on voit que ça a été fait en fait avec intérêt, avec amour encore, parce que il a du mal à vieillir en fait. Visuellement, il est toujours dans l'ère actuelle. Et c'est ça qui est assez dingue en fait avec ce film. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, c'est que ça voit qu'il y a beaucoup d'intérêt qui a été mis dedans et que c'est pas juste en fait pour capituler sur une licence qui du coup a quasiment disparu de l'imagerie des gens en général et qui a fait renaître la licence. Après, il y a une série en dessin animé, etc. Oui, j'avais vu. Et donc c'est un film qui est important, moi dans mon amour du cinéma, et qui je pense est assez important pour cette passation d'une ère à l'autre, à la fois de Disney, du jeu vidéo et du film de science-fiction en général. Non, ouais, c'était une bonne suite qui pompe pas le premier non plus, qui fait avancer les choses. C'est plutôt pas mal. Noom, tu veux nous parler de ton film? Oui. Allez, c'est parti. Alors du coup, moi, je vais vous présenter Réalité, un film de Dupieux qui est sorti en 2014. Donc c'est un film où, pour remettre le contexte, c'est une petite fille qui, pour le coup, s'appelle Réalité, qui est avec son père dans la forêt. Son père tue un sanglier. Et quand il vide les tripes du sanglier, la petite fille trouve une VHS, ce qui n'a Normal. rien à faire dans un sanglier. Et elle décide de regarder le film dans la VHS. Après, c'est des histoires qui sont assez découpées, donc il y a plusieurs présentations de personnages. Un comédien qui a des gros problèmes mentaux et qui est persuadé d'avoir des problèmes de peau. Et le personnage principal qui est interprété par Alain Chabat, du coup, où c'est un cadreur raté. Vraiment, lui, son rêve, c'est comme dans Blowout, c'est de faire le film qui va fonctionner. Il rencontre un producteur qui est totalement véreux, et le producteur lui dit « D'accord, tu as 48 heures et tu me trouves un gémissement. » Ouais. Où il fait pas du tout comme Kubrick, il prend une cassette et il s'enregistre pendant 48 heures avec des gémissements de merde où sa femme se moque de lui. Enfin, un Dupieux, C'est quoi. ridicule. Voilà, c'est un Dupieux. Voilà. C'est un Dupieux. Donc ça part dans tous les sens. C'est ça qui est bien. Mhm. Et après, ce film, c'est pas mon préféré, mais je le trouvais assez intéressant parce que justement, comme c'est un Dupieux, ça parle de la folie, mais c'est de la folie consciente. Souvent, ces personnages principaux sont fous, mais ils en ont conscience et ils se disent « Mais merde, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait ?» Et ils se rendent compte que ça va pas. C'est ça qui est génial avec Dupieux. Moi, je trouve aussi que dans les films de Dupieux, les personnages, justement, c'est pas les personnages qui sont fous en eux-mêmes, c'est surtout les situations qui les rendent fous. Oui, aussi, le les monde dans lequel situations, ils vivent et tout. Petite critique de la société. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait de l'absurde quand on parlait de Buffet froid.
Mais justement, en fait, ce que je trouve drôle sur cet épisode-là, c'est qu'il y a un peu de folie dans chaque film, mais à chaque fois qui se manifeste différemment. Et du coup, il y a une forme d'absurdité aussi dans Réalité, comme il y en a dans Buffet froid, comme il y en a dans Amélie Poulain aussi, d'une certaine manière. Mais de toute façon, Dupieux, c'est un peu... je le vois comme Blier. Et quand j'avais vu le vidéoclub sur Dupieux, genre, c'est vraiment l'un des premiers qu'il a choisi. Il a parlé de Blier. C'est des enfants, de toute façon, des Monty Python et tout ça, genre de l'absurde un peu... Pas nul, mais genre vraiment... Enfin, Rubert, quoi. Genre, on peut pas citer Rubber ici, c'est pas légal de faire ça. On peut pas citer Rubber. Tu peux. Moi, j'aime bien Rubber. Non. C'est génial. C'est génial, Rubber. Tout ça, genre... D'ailleurs, il fait lui-même dans Réalité une référence. Il y a marqué Rubber 2 sur le cinéma. Ça, j'avais vu. C'est très drôle. Mais justement, moi, il y avait une question que je m'étais posée parce que du coup, j'avais pas vu Réalité avant le podcast. Et ce qui est. Je connaissais le film, mais je l'avais pas vu. Et ce que je trouve marrant, ou du moins qui pose question sur les intentions aussi du film, sur les volontés, c'est que, comme l'a dit Noom, c'est plusieurs destins découpés, mais qui à la fin, qu'à un moment donné se rejoignent tous plus ou moins. Chaque personnage rencontre les autres c'est dans des ça. contextes. Mais en fait, moi, quand j'ai regardé le film, j'avais du mal à savoir qui était le personnage principal, quelle était l'histoire principale. S'il y en avait une même, parce que moi je pense qu'en fait il n'y en a pas vraiment une quand on regarde le film, mais par contre quand on lit le synopsis officiel, ce qui est mis en avant c'est l'histoire du caméraman, du coup, avec le personnage d'Alain Chabat. Et du coup, ce qui n'est pas forcément, je sais pas, mais pour moi le personnage principal c'est presque Réalité en fait. Oui, clairement. Alors que du coup c'est présenté parce que ça commence par elle et ça finit plus ou moins aussi par elle, et le film s'appelle Reality. Si on devait choisir un personnage principal, quand on regarde le film, limite, on aurait envie de dire elle. Mais après, vu que, du coup, l'histoire qui est la plus mise en avant par le synopsis du film, c'est celle avec le personnage d'Alain Chabat, Jason, je crois qu'il s'appelle. Jason. Jason. Ouais. Et qui, en plus, c'est un personnage qui est joué par Alain Chabat, donc c'est lui qui est mis en avant par rapport à la petite fille sur la promotion du film. Du coup, voilà. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de se questionner par rapport à ça. Et je pense quand même que ça reste Chabat. Niveau timing, intrigue et enjeu, je pense. Même si l'enjeu c'est quoi, c'est qu'il trouve un cri ou qu'il essaye de chercher un cri. Comme dans Blow Up. Donc je pense que ça reste quand même lui. La petite fille, elle est principale dans le sens où elle va juste être spectatrice de Chabat. En soi, on voit la petite fille qui voit Chabat, mais ce qu'on va voir le plus, ça reste Chabat quand même. Je pense qu'il a introduit la petite fille après pour ce délire de double réalité de Dupieux qui veut essayer de te mindfuck un peu alors que lui-même il trouve que le film est con. Donc, voilà. Il a dit que c'était son plus mauvais alors qu'il a fait Rubber et Steak, mais bref. Non, pas son plus mauvais, mais en fait ce qui s'est passé avec Réalité, c'est que les gens, et moi-même pour la première fois que j'ai vu Réalité, où je découvrais Dupieux aussi et j'avais pas saisi le concept de la filmo, je me suis dit ah ouais, ça paraît sérieux. Il est là, il essaie d'inclure des trucs, multiples réalités, il essaie de comprendre, il te fout une musique un peu stressante, un peu sérieuse pour te mettre dans le mood et tout. Et finalement, il n'y a rien à comprendre. Même la deuxième fois où j'ai essayé de le regarder, j'ai fait vas-y, parce que tu sais, je suis toujours dans l'optique d'essayer de réfléchir à ce que tu vois. Mais même lui, il le dit que... non, essayez pas. Alors qu'il a essayé de faire quelque chose de différent comparé à ses autres films. Ouais, ça reste quand même un peu son paroxysme là où il s'est le plus cassé la tête en vrai, lui-même un peu. Il a essayé de se casser la tête par exemple pour les caméras. J'ai plus le nom des caméras clairement. Mais pour une fois, il a changé de caméra. Et pour la musique, il a toujours le même interprète entre guillemets, mais cette fois-ci, il a choisi Philip Glass où il lui a demandé tu vas juste me faire un thème à répétition et ça va accélérer, ça va décélérer. Mais garde le même thème avec une autre personne qui réalise ça. C'est vrai que d'habitude Dupuis il réalise ses propres compositions pour ses films, vu que lui-même il est musicien sur le nom de Monsieur Oiseau. Oui, effectivement, là qu'il ait pris en fait une légende de la musique répétitive en fait pour son film Philip Glass.
s'est dit tiens, je vais faire quelque chose de Ça, différent. ça change et vraiment, je pense que c'est ça qui donne en fait tout cet aspect assez mystique en fait au film. C'est la musique de Philippe Glass qui participe beaucoup, je pense. Et d'ailleurs, du coup, Kylian, tu parlais de ce moment où en fait on attend de comprendre quelque chose et en fait ce moment n'arrive jamais. Et j'ai vécu quasiment la même chose quand j'avais vu en fait Mulholland Drive de Lynch. Et d'ailleurs c'est marrant parce que je trouve que les deux films se rejoignent un peu parce qu'évidemment il y a aussi cette histoire d'identité. Est-ce que ce personnage-là n'est pas en fait le même personnage quand il y a l'autre en fait qui a un problème de la peau, il vient dire Comme dans Fight Club. Oui aussi ouais. Quand il vient dire au caméraman mais je pense qu'on est la même personne. Et que ça arrive vraiment vers la fin et avant on s'en doutait pas, enfin on s'en doutait pas vraiment. Qui est sanglier qu'on voit au début, il joue un sanglier dans lequel on retrouve la VHS dans laquelle il y a ce mec avec. Ouais exactement. Du coup moi ça m'a fait penser aussi un peu aux enjeux de Mulholland Drive en fait. Et quand tu parles aussi de musique stressante, et là par exemple au bout d'un moment et même dans l'ambiance de réalité, j'ai pensé au film en plus que j'ai vu avec toi Kylian, Les Innocents. Les Innocents. The Innocents, qu'on est allé voir au ciné. Ah putain, ouais, ok, le truc de norvégien. Du coup, qui avait gagné Gérard May il y a 1 an ou 2, là, du coup. Okay. Et en fait, dans l'ambiance, parce qu'il y a aussi une ambiance assez froide dans Réalité, mais qui n'est pas la même que dans Buffet froid, mais il y a aussi quelque chose un peu de froid, et qu'il y a vraiment beaucoup dans The Innocents, parce qu'ils habitent dans des blocs de quartier, etc., ouais. Et pareil, il y a ce truc Alors, en plus, dans The Innocents, on comprend pas vraiment non plus à la fin d'où viennent les... Enfin, je me rappelle plus parce que c'était un peu une déception, ce film. Je l'ai un peu oublié. Mais d'où viennent vraiment on attendait un truc et ça s'est pas passé, c'est dommage. D'où viennent vraiment... Parce qu'en fait, pareil, dans Réalité, j'ai passé tout le film à attendre quelque chose. C'est parce qu'à la fin du film, je m'étais dit... Ah, ça, c'est la fin. J'ai eu un peu le même sentiment que toi. Finalement, il s'est rien passé de spécial. Et... En fait, on attend que le film il démarre et en fait, on a toujours l'impression d'être au début du film. Mais on regarde, hein, c'est pas désagréable à regarder, mais juste on a toujours l'impression d'être au début du film. Et c'est ce qui s'était passé aussi pour The Innocents, il me semble. J'avais pensé la même chose quand je l'avais vu. Enfin, j'avais vécu le même visionnage où je m'étais dit, bon, on est encore au début, ça va commencer, il va y avoir un truc. Et en fait, il n'y a pas de crescendo, en fait. Ça commence jamais. Et j'ai l'impression que... Mais je pense que c'est fait exprès pour le coup dans Réalité. Après, je pense que c'est un peu ce truc... j'avais réfléchi après à The Innocents, tu vois. Avec le plot où c'est des gamins qui ont des pouvoirs. Et du coup, bah, forcément, nous, on est là, on veut un peu du sensationnalisme avec les pouvoirs qui fassent des trucs de fou parce qu'on est habitué. Et que finalement, il se passe rien... C'est singulier, ça peut avoir du sens, même si forcément c'est frustrant parce que dans le genre de ce film, on attendait quelque chose, mais qu'il se passe rien, c'est pas plus mal non plus. Ouais, après moi je me rappelle qu'il se passe quand même un truc, c'est qu'il y a un chat qui est tué. Oui. Ça voilà, je me rappelle juste de ça en fait, dans les choses qui sont censées se passer parce que ça m'a traumatisée. Mais sinon, ouais, c'était vraiment un trou noir ce film quoi. Je suis allée le voir et j'étais là en mode bouquet. On s'attendait à du glauque, quoi, peut-être. En fait, non, mais moi je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçue. Tu sais, c'est ce genre de film où en fait t'as zéro attente, tu viens vraiment pour le voir, pour te faire. Et t'arrives quand même à être déçu. Surtout que t'es à Gérard May et du coup tu t'attends à voir. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, Grand Prix de Gérard May, tout le monde disait c'est un film génial et tout. Je m'attendais à un truc, je m'attendais pas forcément à des détails en particulier qu'il devait y avoir dans le film, mais je m'attendais à vraiment vivre quelque chose que je n'ai pas vécu du coup. Mais du coup, ça m'a fait un peu pareil pour du pieux, mais peut-être moins négativement quand même parce que le film n'a pas la même ambition, je pense. Non, clairement pas. Après, les ambitions de Dupieux sur ces films, c'est pas non plus l'enjeu principal. C'est clairement pas, non. Lui, il se fait plaisir, c'est ce qui compte, je pense. Il s'amuse beaucoup, oui, c'est tout. Même si, genre, dernièrement, je trouve qu'il s'est un peu trop amusé. Genre, fumer fait tousser. Vraiment, je pense que c'est le pire de sa filmo que j'ai vu. Incroyable mais vrai et sympa. Il est pas incroyable. Mais il est vrai. Mais il est vrai. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Il est pas incroyable mais il est vrai, tu vois. Non, et Yannick aussi qui sort du contexte, mais où t'as toujours le personnage un peu fou, mais c'est plus facile de suivre et moins
pas fantastique, mais il a toujours ce rapport au énigmatique. cinéma. Yannick, même dans les finalement, chez Dupieux, c'est vraiment un ovni chez lui. C'est dans Oui, sa ça n'a rien. filmographie. Oui, bah oui. Mais on retrouve toujours le personnage un peu fou, mais conscient du contexte qui le perturbe. Ce qui est dingue avec Réalité, c'est qu'il s'auto-parodie. Genre là, on a parlé, il fait une référence à Rubber, et même le film Waves, c'est carrément une parodie en fait déjà de Rubber. Donc c'est toutes des choses là, et en fait, je pense que c'est aussi un film qui est rétrospectif en fait sur sa période américaine, je pense à Dupieux. Oui. C'est-à-dire c'est le film post, donc avant ça il a fait Rubber, il a fait Wrong, il a fait Wrong Cops, et c'est le film qui vient s'installer après tout ça. Et je pense qu'il réfléchit à lui-même, c'est-à-dire que voilà, dans le film il y a des moments qui sont en anglais, il y a des moments qui sont en français. Oui. Et je pense que c'est un film qui est assez autoréflexif en fait sur sa carrière jusque-là. Et je pense que peut-être vu la façon dont il a tourné, il a peut-être des regrets par rapport à cette période américaine finalement. Je pense aussi, oui. Et toi, Kylian, c'est quoi du coup le film préféré que tu as sélectionné pour aujourd'hui ? Alors mon film préféré, qui est pour le coup vraiment mon film préféré, c'est Play, sorti en 2019 par Anthony Marciano, que j'ai découvert il y a, je dirais, 2 ans. Je l'ai découvert comme ça un après-midi random où je croyais mater juste une comédie tranquille, où j'ai vu c'est Max Boublil, le mec qui a fait J'aime les moches. Musique incroyable. Musique fondatrice, mais du coup je me suis dit vas-y, ça peut... en plus il y a Alain Chabat dedans, ça peut être bien. Et il s'est avéré que c'était beaucoup plus qu'une comédie au final, et genre vraiment c'est le truc qui m'a fait chialer à la fin, quoi. C'est même pour la 3e fois quand je l'ai revue avec Noom, elle était témoin. On a chialé tous les deux. C'est bon. Et on n'en pouvait plus. Et du coup ça parle de quoi ? Ça parle de quoi ? Ça parle de Max qui vient de recevoir une caméra, Max qui a 10 ans, et qui va du coup filmer toute sa vie, les événements marquants de sa vie, de son enfance, de son adolescence, et après de sa vie d'adulte. Et il s'avère que c'est devenu mon film préféré. Pourquoi ? Parce que vraiment, c'est pour moi le film qui filme le mieux la vie. Tout simplement le concept de la vie, tes meilleurs moments d'enfance, ou tous les moments sélectionnés, donc que ce soit tes premiers actions ou vérités, tes premiers amours, tes premiers quand t'es adolescent, tous ces moments-là où il est à Barcelone, où il fume son petit premier joint tranquille, un moment très rigolo. Il a crapoté. Et du coup c'est juste des moments de vie, quoi, et des moments de vie où tout le monde peut s'y reconnaître, et où je me suis reconnu jusqu'aux 20 ans, pas jusqu'aux 30 ans évidemment. C'est un film filmé en found footage qui participe vachement à cette implication je dirais émotionnelle. C'est ça qui fait la force en fait du film. C'est ça qui fait la force. Et, on pourrait dire que le found footage c'est la forme filmée des gens incompétents, tout ça, où c'est la facilité absolue, mais quand c'est bien fait, ça donne Play, ou ça donne des films comme Rec, ou comme Projet X. Comme Projet X, qui est juste une comédie, tu sais, par rapport à Babysitting, où là, c'est pareil, filmé en found footage, mais tu vois, ça reste qu'une simple comédie où ils exploitent pas vraiment le concept, tu vois. Alors que dans Play, c'est utilisé de façon intelligente. Enfin, déjà c'est sur toute une vie et pas sur un moment particulier ou une soirée ou quoi. Et donc t'es là et tu suis en même temps l'évolution du found footage à travers le film, tu vois. Au début c'est un caméscope un peu pété des années 90, où ça va évoluer un peu plus vers des meilleures caméras, et à la fin ça arrive vers le portable et tout. T'as même des scènes de visio, donc ça exploite vraiment tous les aspects du found footage. Mais je trouve qu'en fait la forme du found footage elle est même nécessaire dans Play, parce que je pense que des fois effectivement on utilise trop à tort pour le moindre prétexte parfois le found footage, mais je trouve que dans Play ça marche parce que justement le found footage a une force authentique que n'ont pas forcément la caméra professionnelle que tu poses et que, tu sais, avec le champ contre champ, etc. Et du coup, je pense que
dans ce que veut raconter Play, ça marche plutôt bien le found footage pour le coup. Après, je pense qu'on n'a pas expliqué le concept pour ceux qui comprendraient pas le principe. C'est littéralement genre caméra trouvée où on suit une histoire à travers une caméra qui est dans l'histoire. Enfin, genre, c'est vraiment... En fait, la caméra elle est intégrée à la diégèse en fait du film, donc c'est presque un personnage en soi dans Play, parce que elle est tout le temps là, cette caméra, même si elle évolue, et il y a des moments où elle est presque, on dirait presque qu'elle est vivante, parce qu'elle elle va filmer des choses et y prendre parti en fait, et c'est ça qui est vachement beau je trouve dans le film. Au début le concept il est apparu plus dans les films d'horreur avec Projet Blair Witch. Ouais, c'est le premier justement film qui utilise ce concept-là. Ouais. Donc après ça a été fait avec des centaines de films qui ont massacré un peu le concept et qui du coup l'ont mis à terre quoi, genre ça l'a enterré, et il y en a plus beaucoup des films en found footage aujourd'hui qui sortent au ciné. Moi pour le coup, j'ai regardé Play encore une fois pour les besoins du podcast, parce que en fait j'aurais pas regardé le film de moi-même sinon, je dois avouer. Parce que je pense que comme toi en fait, quand tu pensais regarder une comédie légère, j'aurais pensé de Play la même chose. Enfin, je savais du coup que c'était pas ça parce que tu m'en avais déjà parlé. Mais j'aurais été dans le même j'aurais eu les mêmes attentes que toi si je l'avais vu de moi-même. Surtout que Max Boublil qui a fait J'aime les moches. Bref, j'aurais eu des a priori, je pense. Oui. Et puis surtout, je crois que c'est le même réalisateur que celui qui a fait Les Gamins. Ouais, c'est ça. C'est le même, ouais, ok. Voilà, qui pour le coup, c'est vraiment une comédie, il me semble, pour le coup. Les Là, Gamins. c'est vraiment. Beaucoup plus. C'est une bonne comédie, mais pour le coup, c'est juste une comédie. Ouais. Là, Et du coup, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé Play. Pareil, je trouve que, comme je l'ai dit, le found footage, il est nécessaire, il est plutôt bien utilisé, bien exploité. J'aime bien, en fait, aussi le fil conducteur du film. Du coup, qui est sa copine d'enfance, en fait. C'est un peu le même délire qu'Amélie Poulain, genre finalement dans le fond, où c'est des personnes qui osent pas se dire, enfin dans Amélie c'est vraiment elle qui peut pas, mais qui croit cet être spécial qui fait un peu genre les mêmes trucs simples qu'elle. Ouais. Et du coup c'est le coup de foudre, et c'est deux âmes réciproques. Justement, je trouve que du coup c'est lié un peu aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur Amélie Poulain, c'est qu'il y a beaucoup quelque chose d'identification, quelque chose qu'on a tous plus ou moins vécu. Ouais. Là pour le coup, peu importe notre classe sociale, si on vit en campagne ou en ville, on a tous vécu ce côté première soirée, premier truc, et aussi même cette envie presque de documenter ça aussi, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être plus facile parce qu'on a les téléphones, mais souvent on est là en mode tiens, j'ai envie de documenter l'entrée du gâteau d'anniversaire à la soirée d'anniversaire de ma meilleure amie, quoi. On est tous là, quand est-ce que le gâteau il arrive, et on a envie de documenter ce truc pour le garder en fait. Ouais. Donc aujourd'hui c'est facile parce qu'on a le téléphone, mais je pense que même déjà à l'époque on avait envie de faire ça souvent. Et du coup, et moi ce que je trouvais intéressant aussi, c'était du coup le fil conducteur, enfin le fil rouge du film, qui est du coup les sentiments qu'il a pour une de ses potes d'enfance, qui vont le suivre pendant toute sa vie, jusqu'au point où il va même se mettre avec une autre femme, avoir un enfant avec, et ça se... Voilà, j'espère que j'ai pas fait un bruit affreux dans le micro, mais où il va même avoir un enfant avec elle, et c'est après avoir eu son enfant, et après s'être séparé de son ex-compagne, parce qu'en fait il se rend compte qu'au final c'est pas, enfin il se rend compte que certes il l'apprécie, il l'aime, mais qu'il a une autre âme sœur en fait, qui est cette fille qu'il connaît depuis qu'il a genre 10 ans. Même sa compagne lui dit tu fais semblant de m'aimer, c'est visible quoi. Et je trouve qu'il y avait quelque chose de vraiment beau là-dedans aussi, parce qu'il y a la notion vraiment d'âme sœur. Et parce que même elle, de son côté, s'était mariée et tout, et finalement, ouais. Et moi j'aime bien aussi au cinéma l'exploration de cette notion d'âme sœur. Et du fait très souvent qu'en fait on a une âme sœur, on a tous une âme sœur, mais les 3/4 du temps on finira pas avec. Et il y a des gens qui vont penser que c'est triste ou que c'est hypocrite et que c'est horrible, mais moi je pense pas que on finit peut-être pas, ou même on n'est peut-être pas avec la personne qu'on aime le plus au monde, ou la personne avec qui on aurait aimé être le plus, mais en tout cas cet instant-là on est avec cette personne et ça va, ça roule.
Et que ça veut pas dire du coup que l'histoire que Max a eue avec avec sa compagne, l'histoire qu'il a eue avec la mère de son enfant, je veux dire, ça veut pas dire forcément que c'était une histoire gâchée, que c'était horrible, parce que c'était pas elle qui l'aimait en fait en réalité profondément. Mais voilà, moi c'était ça que j'aimais bien en fait dans Play, c'est que quand on a une âme sœur, elle ne part jamais. Elle reste tout le temps. Ouais. Elle reste tout le temps, même 30 ans après ou 20 ans après, je sais plus quelle est vraiment la chronologie du film, mais 15-20 ans après, on l'aimera toujours, même si on n'est pas avec, même si on est avec quelqu'un d'autre, et même si on ne peut pas être avec aussi. Mais c'est aussi cette variation, genre vraiment, comme c'est du found footage, genre sur le temps, l'ambiance de la scène va varier. Genre il y a le vodka tagada typique, genre où tu rigoles à fond. Enfin, c'est vraiment la meilleure scène du film pour moi. Et genre je sais plus si c'est un peu avant ou un peu après sa mère qui meurt. Donc genre vraiment réussir à gérer en espace de 2 minutes un fou rire et bam ça te remet en merde. Ouais. Après tu vois par exemple aussi moi ce que je trouvais aussi bien vu en fait, en tout cas du moins bien géré dans Play, c'était justement des moments drôles mais qui sont en fait profondément tristes, parce que je suis désolée mais la scène de la vodka tagada sur le moment on rigole mais en fait elle est super triste aussi, tu vois. En soi ils sont juste c'est toujours des gamins un peu au final. Oui mais surtout je trouve qu'on voit aussi, on se rend compte de l'impasse dans laquelle se trouve Max en fait à ce stade de sa vie aussi quoi. Ouais. Parce que je dis ok bah là je suis en train de me bourrer la gueule à l'anniversaire de ma gamine qui a, je sais pas, elle a 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans. Il est plus avec la mère de son enfant. Et en plus, il y a aussi ce truc de... J'organise l'anniversaire de ma fille, c'est moi qui l'organise. Et je me bourre la gueule à cet anniversaire. Est-ce que la mère va le savoir aussi ? Enfin, je trouve qu'il y a aussi... c'est super triste. Elle est super triste, cette scène. Alors qu'en fait, elle fait rire sur le moment. Mais c'est ce que j'aime bien, en fait, aussi dans Play, c'est qu'il y avait des moments... qui sont drôles dans le présent, mais quand tu les remets aussi dans le contexte, donc quand tu les revois avec plus de recul, qui sont tristes d'une certaine manière. Ouais. Et en fait, c'est un mec qui est un peu genre dans ses 25 premières années de sa vie a un peu loupé sa vie, tu vois, genre il essaie de devenir comédien ou dans les scènes de théâtre, ça marche pas vraiment. Avec son âme sœur pour l'instant ça a pas marché, il est là, il galère, il vivait toujours chez sa mère, enfin c'est vraiment la galère d'un mec normal quoi. Donc, mais du coup dans cette notion de comédie triste, moi ça m'avait aussi un peu fait penser à Serge le Mito. Ok. Rien à voir pour le coup, mais en fait j'adore Serge le Mito. C'est une série qui se fourvoie quoi. C'est un genre que je kiffe, mais en fait c'est vraiment, alors que c'est une série que j'adore, et c'est une série qui a une visée profondément comique. En plus le format qui est fait pour être regardé facilement sur internet, à la vue à la télé entre 2 programmes, qui est censé faire rire et qui me fait rire, mais en fait quand tu regardes l'intégrale, moi je sais que c'est une série que je ne regarde pas. Par exemple si j'ai envie de rire, c'est pas la série que je vais regarder, tu vois. Ouais. Si je suis mal, c'est pas du tout une série réconfortante pour moi, alors que j'adore Serge le Mito parce que c'est super triste en fait. Ouais. C'est super triste. Et du coup c'est pour ça que j'adore en fait aussi toutes les séries de Ken Kojandi, c'est que c'est des séries qui sont super drôles, qui sont super bien vues, mais qui sont très profondes aussi dans leur discours. Ou en fait dans leur développement des personnages, parce que par contre je trouve que les 3 séries de Ken Kojandi, Bref, Bloqué, Serge le Mito, disent toutes quelque chose de très, très triste, très mélancolique, et encore plus Serge le Mito, parce qu'au final Serge le Mito, bah ouais, ça nous fait rire sur le moment, et c'est super drôle, c'est super bien écrit, mais dans la finalité c'est un mec que tout le monde se fout plus ou moins de sa gueule, on l'invite en soirée pour qu'il fasse le con. Lui-même, en fait, il invente des mythos parce qu'il est triste, parce qu'il a une vie de merde, il n'aime pas vraiment sa vie, il n'aime pas vraiment ce qu'il est. Et en plus, à la fin, il y a ce truc de justement son âme sœur. Elle lui dit je t'aime, mais en fait, t'es trop mytho. Ouais. Tu joues trop le rôle de quelqu'un d'autre, et moi je peux plus en fait. Essaye d'être vraiment toi à un moment donné, et elle se barre du coup. Et c'est tout le concept aussi de la caméra du coup dans Play. Voilà. Le mec genre a vécu toute sa vie derrière sa cam et elle lui dit et c'est aussi pour ça que je fais un rapprochement avec Serge le Mito, parce qu'il y a la scène dans la boîte où elle lui dit mais arrête de tout filmer, t'es qu'un gros blaireau.
tu fais chier, quoi. Sois sérieux 2 minutes, je te pose les vraies questions. Et là, par exemple, du coup, il a loupé une des opportunités de sa vie. Mais comme on a tous loupé, je pense, dans ce genre de contexte où, en fait, il y a aussi la notion du déni qui est super forte dans Play, c'est qu'en fait, lui-même ne veut pas s'avouer. Il veut pas s'avouer qu'il est amoureux de cette meuf-là. Et même s'il le sait, en fait, il le sait très bien, mais il veut pas même l'assumer à lui-même qu'il est amoureux d'elle. Et du coup, c'est ça que je trouve très juste et voire même très beau, en fait, dans Play. C'est beau, c'est très beau. Alors, on a fait le tour de Play. Donc du coup, nous passons à une partie beaucoup plus marrante que j'ai préparée. Un petit jeu. Donc on a parlé de nos films préférés jusqu'à maintenant. J'ai pris des personnalités, tel un enquêteur. Donc sur internet au hasard, j'ai pas trouvé le film préféré de Philippe Etchebest. Et c'est le premier vraiment que j'ai essayé de chercher. Genre j'étais en galère à essayer de trouver le film préféré de Philippe Etchebest. Aller voir ces 300 vidéos combinées de cuisine. Ça a pas marché. Du coup, on va faire ça sur point. J'ai pas préparé de feuille, c'est pas grave, on va essayer de retenir. Il y en a à peu près une vingtaine. Et voilà, c'est quoi l'enjeu exactement ? On cherche un enjeu. Je pense que la bonne idée, c'est que celui qui gagne, que celui qui perd paye une bière à celui qui gagne juste après. On en dit quoi ? C'est convenable. C'est convenable. Est-ce qu'on peut quand même poser la question, est-ce que des gens sont en très grande difficulté financière autour de cette table ? Je pense que non. Voilà, bon bah écoutez, ça va. On peut y aller. C'est pour ça que tu dois gagner. Est-ce qu'on peut assumer Est-ce qu'on peut assumer une 50. Est-ce qu'on peut assumer une 25 de bière à l'autre ? Une 25 à 3 €. À 3,50 €. Ça va. Ça peut le faire. Ok. Bah c'est parti pour le jeu alors. Mais d'abord, petit jingle préparé par Gwen. Donc, première personnalité, Philippe Poutou. Alors, est-ce que son film préféré, c'est Le Loup de Wall Street ? Non. C'est pas mal ça. Les temps modernes ou La haine ? C'est clairement les temps Moi modernes. je sais, c'est La haine. Moi je dis les temps modernes du coup. Ok. Moi j'ai la haine aussi. Il est temps moderne. Bah, d'après ce que j'ai trouvé, t'avais dit que tu le savais ? Ouais, il me semble que j'ai lu que c'était La haine. Bah, Moi, j'avais lu l'inverse. J'ai lu que c'était Les temps modernes. Oui. Ah bon ? Oui. Ah merde. Bon, peut-être que je l'ai pas lu, mais il me semblait avoir vu une interview des gens, c'était pas dans Combini, où il parlait de la haine. Ok. Donc pour moi c'était ça, parce que vu qu'il parlait du film, mais après peut-être que je l'ai rêvé ou je sais pas. Je sais, enfin c'est vraiment ce que j'ai vu. Après je sais plus ce que c'est ma source. Ok, non mais c'est après, franchement je te crois. Voilà. Orelsan, est-ce que son film préféré c'est Kill Bill, Zoolander ou 8 Miles ? Ah, j'ai envie de dire 8 Miles. 8 Miles. Mais je pense pas que ce soit Kill Bill, par contre. Moi, j'hésite entre les... Mais je dirais 8 Miles, mais je sais pas, je pense pas. Pour moi, Kill Bill, hein, clairement. Ça serait du personnage. Hein. Ah ouais ? Ok. Moi aussi du coup j'aurais dit Kill Bill. Kill Bill. Je tente le Zoolander. Zoolander. Bah, t'as bien raison. Tu vois, j'ai hésité avec Zoolander. Donc c'était Zoolander, de ce que j'ai trouvé en tout cas. Mais je pense que là, pour le coup, c'était une vraie interview où il l'a dit que c'était Zoolander son film préféré. Étonnant. Moi aussi, je trouve que ça va bien. Moi, j'hésitais entre Zoolander et le dernier, tu vois. Zoolander, tu vois. Ouais, je Après, je l'ai pas vu. Non, si, ça, j'ai- t'inquiète, ça lui correspond. Franchement, ça correspond de ouf, ouais. C'est vraiment pas ouf. Hein. En vrai, ça a l'air drôle quand même. Genre, dans le concept. Alors, dans le concept, c'est plutôt drôle, mais c'est du Ben Stiller, quoi. Ça vole pas très haut. Quoi ? T'es sérieux ? Ah oui, non, vraiment. Mec, Mais Ben Stiller. en tant que mec qui écrit, il est vraiment pas ouf, tu vois. Ok. En tant qu'acteur, il est chouette, mais quand il écrit, c'est moins bien. Bon. Le suivant. Johnny Depp. Est-ce que son film préféré, c'est Coraline, Aquaman ou Ed Wood ? Bah moi je dirais Coraline. Ed Wood. Ed Wood. Moi, j'ai envie de dire Ed Wood. C'était Ed Wood. Ouais.
Mais c'est très égocentrique. Ah ouais. C'est pour ça que je l'ai pas choisi. Moi, c'est Et pour ça ça m'étonne pour le pas, troll, tu moi, vois. ça m'aurait pas étonné, tu vois. Ouais, personne n'a calé le truc sur Aquaman, mais je trouve ça. Oui, Voilà. parce que c'est Amber Heard qui joue. Horrible. Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que son film préféré c'est Les Misérables, Blade Runner ou Orange Mécanique? Orange Mécanique. Orange Mécanique? Blade Runner. Moi, je dis, Ok. moi, je dis Blade Runner aussi. Je dis ça pour le troll. Hein, mais- Pour moi, c'est Les Misérables, ce serait tellement du personnage. C'est trop récent, je pense. Non, Non, celui bah, des c'est pas- années 90 avec Ah, Renault. mais tu parles duquel aussi? Ah non, moi je Non. mets Les Misérables en mode. Avec Hugh Jackman, Là, aussi. je lis, ouais. Ouais. Hugh Jackman, Non, il est trop sorti récent. en... Ah, ok. Non, c'est pas ce, c'est pas ce Misérable là. Du coup, bah, c'était Blade Runner. Ok. Mais alors la Méluche. Méluche, les fans de SF, le Méluche. Non, mais par contre, est-ce que vous savez quelle est la chanson préférée de Mélenchon? Celle qu'il écoute avant tous ses meetings. Non, j'ai pas. C'est Alors on danse de Stromae. Ok, bah pourquoi pas. En vrai. Waouh, j'ai fait renverser la bière, ça a fait être horrible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis en train de voir un nom, ça va être très drôle. Mais je le fais pas pour l'instant. Le film préféré de Mylène Farmer. Est-ce que c'est Rebelle, Cusco ou Bambi? Moi, je dis Bambi. Les trois choix, c'est Disney. Ou Pixar. Je sais pas, j'ai envie de dire Cusco. Parce que c'est tellement random que ça peut être que celui-ci. Tu peux rappeler, c'était quoi le troisième? Bambi, Rebelle, Cusco. Ah, j'irais Bambi. Bambi? Ouais. Ok, Bambi pour Gwen. Rebelle. Rebelle, Cusco, hein. Cusco. Moi, j'ai dit Bambi. Mais je pense Bambi. que c'est Cusco. Eh ben c'était Bambi. Ah c'est ouais. clairement Ah. sa génération, hein, de toute façon. Mais oui, Peut-être c'est qu'elle a le pu plus ancien de changer toute façon. d'avis, c'est pour Ouais. ça. Faut C'est se plus fier à ancien. ça. Faut regarder l'époque. Quel âge a Mylène Farmer Ouais. exactement? Nous ne savons plus, nous ne Personne ne savons veut pas. savoir. Personne ne veut Personne. savoir. Le film préféré de Greta Gerwig. Est-ce que c'est Le Magicien d'Oz de 39, James Bond ou Lego Movie? Le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, ouais. Mon troll était même pas discret. Genre, bah oui, c'est Le Magicien d'Oz. Oui. Je sais pas, Lego Movie. Pour Les moi, Go ça Movie, me c'est une fait- blague par rapport à Barbie. Mais ouais, c'était Le Magicien d'Oz. Le film préféré de Jean-Luc Reichmann. Mais où t'as trouvé ça? Je sais pas, j'ai vraiment tapé de random personnalités connues publiques français. Mais justement, je crois, dit je crois que c'est toujours Jean-Luc Reichmann en vrai. c'est toujours la personnalité numéro 3, je crois. De toute façon, dans le top 3, t'as Johnny Hallyday, même s'il est mort. T'as Goldman, alors que ça fait 15 ans qu'il a pas fait de musique. Et t'as Kretschmann, alors qu'il fait plus de télé non plus. Si. Tu sais, il fait toujours les 12 comédies. Bah oui. Non, sérieux? Bah Ah oui, c'est fou. Attendez, il est pas mort. Le débat parallèle, mais oui, il fait toujours. Ouais. Est-ce que c'est Cyrano de Bergerac, Les Vedettes ou Les Vacances de Monsieur Hulot? Cyrano. Les vacances de Monsieur Hulot. J'ai envie de dire Monsieur Hulot, je sais pas, ça lui va bien. Ouais. Pareil, Monsieur Hulot, c'est sa génération aussi. Tu maintiens Bah oui, Cyrano? Monsieur Hulot. Non, j'ai dit Monsieur Hulot. C'est qui a dit Non, c'est Cyrano? Noum qui a dit. Cyrano? Oh, vas-y. hein. Bah c'était Les Vacances de Monsieur Hulot. Ouais. Aïe aïe aïe, point perdu par nous. Faut regarder la date. Ouais, la remontada là. Ah oui. Je sais pas qui c'est, Jean-Luc Reichmann. Mm. Premier degré. Elle n'a pas eu la même enfance que nous. Elle était pas chez Papy Mamie. Tu connais pas, attention à la Choc marque. bar. Je suis choc bar. Non. Jean-Luc Reichmann? Moi, je pensais qu'il était mort déjà. J'ai entendu son nom, mais. Ah, c'est terrible. On l'a tous jugé là. Je sais pas, Jean-Luc Reichmann quoi. Bah, je pense que c'est Noum qui a dû gagner, non? De loin, je pense. Faudra qu'on réécoute et qu'on voie. Et à la prochaine. On le dira voilà. peut-être. Sinon, à un non, moment c'est moi donné. qui ai gagné. Oui. Oui, je pense que. non, pense que les je cons crois sont qu'il n'y a gagné. pas de débat, hein, c'est Noum qui a gagné. hein. Le jeu? Allez, mec. Non. Non. Oh. C'est fini, les copains. Je crois que c'est fini. On peut ouvrir les fenêtres? Je crois qu'on va revenir Attends, à on la peut fête. faire Il fait une max et conclusion. chaud ici. Enfin, sur les films, moi je pensais finir pour les films préférés, en tout cas une conclusion. Mhm. Je sais pas, je sais pas quoi faire, mais. Mhm. Qu'est-ce qu'on retient des films préférés au final?
C'est Bah, que finalement, un film préféré, c'est peut-être temporaire. C'est temporaire, mais de toute façon, c'est les émotions, c'est subjectif. Ouais, De toute façon, c'est. Personne, on peut pas juger. Peut-être j'aurais vu Play à un autre moment de ma vie, ça aurait pas marché, quoi. Oui, voilà, je pense aussi que des fois, les films préférés, c'est nos films préférés, pas parce que c'est des beaux films, parce qu'ils racontent quelque chose qu'on aime bien, mais ça dépend du moment où on l'a vu, de la période de notre vie où on l'a vu, où on l'a découvert, voire revu, du contexte aussi où on l'a vu. Si c'était avec quelqu'un, avec sa famille, tout seul, dans sa chambre, dans le noir, en train de pleurer, je sais pas. Mais voilà, mais parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous des films préférés assez différents, et puis d'époques aussi différentes, parce que toi, ton film préféré, il est super récent et tu l'as découvert il y a pas longtemps. Celui de Louis, il date de 79, je crois. Ouais, voilà. Un peu plus récent pour Gwen et Noom, et puis le mien il a 20 ans, donc voilà, on a réussi à faire des propositions assez différentes sans se concerter. Ça c'est bien. Ouais, donc n'ayez pas honte de vos films préférés. Est-ce que c'est... Oui, c'est un peu ça en fait. C'est qu'un film préféré, vraiment, c'est vraiment quelque chose, c'est dans notre cœur en fait. Et il n'y a pas à avoir de honte en fait, à avoir un film préféré, que ce soit un film de SF, que ce soit un blockbuster. Voilà, le cinéma, c'est un art où tout le monde peut trouver, je pense, ce qui lui plaît. C'était une belle note de fin. Belle note de fin. On reste Merci, sur ça. Gwen. Bon, bah du coup, à dans 2 semaines, peut-être, ou pas. Si, dans 2 semaines, avec 2 autres personnes. Avec 2 autres personnes, invités. Les 2 nouveaux. Donc, on parlera des frères Cohen. Et ça va être bien, parce que les frères Cohen, c'est bien. Ça va être super. On aime les frères Cohen. Ça va être super. À dans 2 semaines. Ciao. Ciao, ciao.